Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue au Yeso Summit 2022. C'est un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Nous avons énormément de contenu à vous partager. Je suis en compagnie de Mohamed Lamine. Bonjour Christiane. Bonjour Lamine, comment vas-tu? Très très bien, merci et toi? Est-ce que tu es aussi heureux que moi? Je pense que je suis même plus heureux que toi aujourd'hui. Sur une échelle de 1 à 7, ton niveau d'énergie? Je pense que tu as 10, hein? Waouh, il dépasse carrément. Excellent, excellent. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est extrêmement important et qui, on va dire, s'apparente un peu au marketing digital que vous connaissez très bien. On va parler de UX design. Et tenez-vous bien, aujourd'hui, on est avec deux grands experts qui nous ont rejoints. Je vais le laisser se présenter, n'est-ce pas, Lamine? On accueille qui aujourd'hui? Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Nadia et Daniel de la société Yux de Dakar et d'Abidjan et même de partout en Afrique aujourd'hui et qui vont nous faire le plaisir de nous partager leur expérience sur le UX design pour nous permettre d'en savoir un peu plus sur cette thématique-là qui, soyons honnêtes, n'est pas très reconnue en Afrique et pourtant ils font de très belles choses. On va les laisser se présenter, nous dire en quoi est-ce que ça consiste et tout ce qu'on peut attendre du UX design en tant qu'entreprise. Honneur aux dames, n'est-ce pas? Honneur aux dames, honneur à Mars. Bonjour, bonjour Christiane, bonjour Lamine. Je suis Nadia Tefridj, UX UI designer depuis 3 ans à Yux. J'ai un background en médecine. J'ai fait 3 ans de médecine avant de me reconvertir en stratégie digitale et de me spécialiser en UX design. Voilà, c'était moi. Excellent, excellent. Bon, maintenant, on est aux hommes. Honneur aux hommes, bien entendu. Daniel Loco qui va aussi se présenter et nous partager un peu son background dans UX. Et Daniel, j'aimerais quand même que tu nous présentes aussi un peu UX, qu'on puisse savoir c'est quel type de structure, ce que vous faites, où est-ce que vous êtes présent avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Ok, super. Merci pour l'invitation. Et je suis très heureux d'être là. Plaisir. Je suis Daniel Loco, le cofondateur de Yux. Et en fait, Yux, c'est une entreprise qu'on a cofondée avec Yann et Camille il y a bientôt 6 ans et qui est spécialisée dans le design d'expérience utilisateur. Et en fait, nous intervenons principalement en Afrique de l'Ouest, francophone, mais aussi en Afrique anglophone, dans les pays anglophones d'Afrique de l'Est. On est au Ghana, au Nigeria, au Rwanda et un peu partout. Et notre focus est vraiment l'Afrique. Et notre motivation, c'est permettre de concevoir des produits adaptés aux populations locales. Et donc, moi, je suis designer, je l'ai dit, mais j'ai une formation de base en informatique et en mathématiques. Et j'ai connu le design il y a 10 ans de cela, un peu plus maintenant. Et d'abord travaillé pour les agences digitales, comme beaucoup travaillé sur le secteur bancaire au départ. Notamment, c'était une grosse fièvre au niveau des core banking systems. On travaillait sur les core banking systems à l'époque. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé après pour une structure bancaire en tant qu'employé. Et c'est là que j'ai travaillé d'abord en tant qu'ergonome. C'est comme ça qu'on nous appelait à l'époque. Il n'y a pas si loin que ça, mais au fur et à mesure, le titre ou la fonction du UX designer s'est construite à travers une forme de migration des fonctions que j'avais en tant qu'ergonome. Donc, voilà ce que je peux dire un peu de moi. Et depuis un peu plus de 5 ans, l'aventure avec UX se passe bien. Je suis basé en Côte d'Ivoire maintenant, où on a une équipe qui travaille essentiellement avec nos clients ici et d'ailleurs aussi. Excellent, excellent. Merci Daniel, Nadia pour cette présentation. Dès le début, on apprend de nouvelles choses. Ergonome, c'est la première fois que j'entends ce terme de ma part. Je ne savais même pas que ça existait. On sait aussi que UX a une présence en Afrique, que ce soit l'Afrique francophone ou même l'Afrique anglophone, ce qui est un excellent point.
Et du coup, je vais vous demander, c'est quoi le UX design, tout simplement? Alors, je prends la main du coup. Le, le UX design ou design d'expérience utilisateur, ça va être une méthode de conception qui vise à mettre l'utilisateur au centre de tout ce qu'on fait. Le but final est de permettre de pourvoir, on va dire, les meilleures expériences possibles aux utilisateurs de produits digitaux et pas que, d'ailleurs. Donc, voilà. Excellent. Tu as parlé de méthode, ce qui est en soi une bonne chose. Et qui parle de méthode, finalement, on va parler de valeur, de la valeur perçue, la valeur reçue. Et du coup, Daniel, j'aimerais avoir ton avis sur cette question de valeur. Quelle est la valeur d'un UX designer dans la conception d'un projet ou d'un produit aujourd'hui? Alors, oui, la valeur est énorme d'abord, je dirais, sur la réflexion même. Dès le départ, lorsqu'on conçoit un produit, il faut le penser. Donc, si on peut faire une petite analogie que j'aime bien, c'est qu'il faut prendre un designer comme un architecte. Donc, on va voir un architecte avec une idée de la maison. On ne sait pas, on ne sait pas à quoi elle va ressembler à la fin. On a quand même une idée assez précise. Et cette idée, elle prend généralement en compte nos besoins et nos envies. Donc, on a par exemple une famille de 5 personnes à loger. Ça, c'est un besoin. On a envie d'avoir un jardin. On a envie d'avoir une grande cuisine moderne. Ce genre de choses, en fait, sont les idées de départ avant de concevoir quoi que ce soit. Et on va voir normalement un architecte. Et cet architecte dessine un plan en fonction d'où se situe le terrain, la vitesse du vent, l'éclairage, plein de paramètres, la topographie du terrain. Donc, il y a une petite étude qui est faite quand même du terrain avant de pouvoir quand même proposer un plan. Sinon, finalement, on peut faire un plan, je ne sais pas, de 3 étages et quand on se met à construire, le terrain ne veut pas accueillir la maison, ça n'a pas de sens. Et par analogie, le designer fait la même chose, c'est qu'il a besoin d'aller sur le terrain pour valider que ses besoins ou ses envies que lui a proposé le client correspondent voilà, peuvent être bâtis sur ce terrain-là, quelque part. Et donc, la grande valeur, elle commence déjà là, au niveau de lorsque la réflexion de créer un projet, qu'il soit digital ou encore un service, arrive. La fonction du designer, c'est déjà d'aider à structurer cette idée, à formaliser, s'il faut dire les choses simplement, ce à quoi va ressembler cette idée une fois réalisée. Et le designer a aussi vraiment la fonction, une fois qu'il a fait le plan, comme un architecte, d'accompagner à la réalisation de ce plan, parce qu'il peut se tromper, il peut avoir mal interprété certaines données. C'est lorsqu'on bâtit un mur qu'on se rend compte qu'effectivement, on aurait dû faire certains ajustements. Et comme dans la vraie vie, un architecte continue à accompagner un projet jusqu'à sa réalisation finale, un designer, normalement, il accompagne, il itère le projet sur le projet tout au long de son développement. Et finalement, donc, quelle est la valeur? La valeur, c'est vraiment d'abord de structurer le projet, de s'assurer que le projet rencontre un besoin, que le projet il est réalisable et aussi surtout que finalement, lorsqu'il sera réalisé, il va correspondre à ce qui a été, à ce qui est attendu en fait. Et en l'occurrence ici, lorsqu'on parle d'applications mobiles ou encore de services, on parle bien de rencontrer un marché. Donc, quelque part, le designer, lui, il travaille au même titre que l'équipe marketing, quelque part. On est d'ailleurs de très bons amis. Effectivement. Billing, c'est notre voisin direct. Et justement, on travaille de concert avec toutes ces autres équipes-là pour faire en sorte que lorsque le projet va aller sur le marché, en fait, il puisse rencontrer son marché. Et maintenant, si on ne fait pas ce travail, imaginez une maison qui n'avait pas été réfléchie par un architecte, il a beaucoup de chances de s'écrouler ou encore de créer des éléments d'inconfort au quotidien. Excellent, excellent, excellent. Merci beaucoup. Ça me fait penser à un point. C'est vrai que, par exemple, dans le marketing digital,
nous arrive de demander à des clients, c'est quoi le marketing digital? Certains vont nous dire, c'est fait pour avoir de la visibilité sur Internet. D'autres vont nous dire, non, ce sont les réseaux sociaux. D'autres vont nous dire, non, c'est YouTube, c'est etc. Et j'aimerais savoir, dans votre domaine, quelle est la perception que les clients ont du UX design, de ce métier-là? Alors, ça va beaucoup dépendre de la maturité du client. Donc, on peut avoir des clients qui sont déjà éduqués au sujet, qui connaissent déjà cette valeur ajoutée du design. Et à côté de ça, on peut avoir des gens qui vont penser qu'en fait, on fait du travail de graphic designer, par exemple. Donc, ça va être, est-ce que tu peux me faire de jolis écrans? Je veux de jolis écrans. Mais après, ça passe, nous, notre rôle, ça va être beaucoup aussi d'être dans la pédagogie, d'expliquer ce qu'on fait au fur et à mesure qu'on le fait. Donc, pour chacune des étapes, pourquoi est-ce qu'on procède comme ça? Qu'est-ce qu'on doit attendre de cette étape-là et comment est-ce que ça va nous aider à faire en sorte que le projet continue à évoluer pardon, et que la maison ne s'écroule pas, pour reprendre l'analogie de Daniel. Excellent. Avant, juste qu'on passe à une autre question, j'aimerais savoir, donc Nadia, est-ce que aujourd'hui Yux a une plateforme sur laquelle on peut trouver ce genre d'informations? Donc, c'est quoi le UX designer? C'est quoi ce métier? Quels sont les avantages, les inconvénients? Est-ce que vous avez une plateforme où on peut retrouver ces infos? Alors, une plateforme où on retrouve toutes ces infos, je ne... Alors, pour les infos générales, je ne sais pas, je ne pense pas qu'on en ait à disposition. Je parle sous la supervision de Daniel, évidemment. Mais après, si vous voulez être plus au fait de ce qu'on fait, de nos différents projets, oui, du coup, de notre travail au quotidien, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, donc yux.design. On est également présent sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Et n'hésitez pas aussi à nous écrire par mail à hello@yux.design si vous avez la moindre question et on sera un plaisir d'échanger avec vous. Super, excellent. Excellent, excellent. Vas-y, on a pas mal de réponses par rapport à ces questions parce qu'on a beaucoup écrit, on a un blog en fait sur notre site. On a un blog attaché à notre site et certains articles directement sur notre site qu'on peut retrouver. On peut voir où on décrit notre méthodologie, on définit certains thèmes. C'est vrai qu'on n'aborde pas trop la question de salaire, mais la question de combien coûte un designer. Et il y a un article dessus d'ailleurs, mais qui est assez bref. Et c'est pourquoi avoir l'occasion d'en parler directement ici, c'est une chance. Excellent, super. C'est parfait. Avant d'en arriver justement sur le coût d'un UX designer, Nadia, tu as parlé de la maturité des clients. Et l'exemple de Christiane également avec le marketing digital, on se rend compte qu'ils ne connaissent pas vraiment nos métiers. Et j'aimerais avoir votre avis à tous les deux sur une échelle de 0 à 10, à combien mesureriez-vous la maturité des clients sur la connaissance de votre métier? 0 étant le plus faible et 10 le plus haut, évidemment. Alors, ça dépend déjà des clients. Oui, oui, mais je vais peut-être parler, puis Nadia va... Oui, non, vas-y, je t'en prie. Alors moi, je vois trois types de clients, et c'est un peu ce qu'on a à Yux. On a les grands groupes, on a des PME et des startups, et puis on a une troisième catégorie qui est un peu les ONG. Et chacun de ces groupes de clients vient souvent avec une maturité différente et aussi avec une, on va dire, perception de leurs propres besoins qui est très différente. Et par exemple, avec les ONG, ce sont des gens qui ont été souvent en contact avec beaucoup de prestataires européens ou américains qui leur ont proposé déjà ces méthodes-là. Et donc, du coup, au niveau même institutionnel, il y a déjà dans leur organisation une façon de faire qui les oblige à avoir recours au design. Et donc, avec celle-là, on n'a pas souvent beaucoup de problèmes d'affirmer notre valeur parce que c'est quand ils viennent voir Yux, ils savent quelle valeur ils vont leur apporter en fait. Après, il y a des startups, le monde des startups. Lorsque on est dans la technologie, ben déjà le mot design, c'est un mot valise
et qui est très à la mode en ce moment. Effectivement. Et donc, beaucoup de startups ont une idée, une vague idée de ce que c'est que le design. Mais comme disait Nadia, la plupart d'entre elles aussi viennent dire en fait, moi, quelque chose de joli parce que j'ai un produit qui n'est pas assez sexy. Ça, c'est vrai. Donc, moi, je dirais, au niveau des startups, c'est kiff-kiff parce que beaucoup savent qu'on peut creuser, qu'on peut aller loin avec le design, mais qui sont limités par les moyens, tout simplement. Et d'autres qui se disent, bon, je vais prendre la partie la plus simple, la plus visible du design, qui est le design d'interface, et ils vont demander ce type de travaux-là. C'est bon. Et après, ouais. Pour les grands groupes, c'est assez particulier parce qu'on a vraiment des extrêmes. Donc, on a des grands groupes qui ne savent absolument rien de ce que c'est. Et c'est souvent leurs équipes qui sont complètement larguées par, on va dire, l'évolution des choses, la manière dont les choses se font sur le digital. Et il y en a d'autres qui savent de quoi il s'agit et qui ont même des équipes de designers en interne, qui ont travaillé avec des sociétés de design et qui vous proposent vraiment un espace où vous pouvez vous exprimer librement. Donc, on a vraiment beaucoup de ce genre de choses. Après, d'un niveau projet, je pourrais laisser Nadia donner peut-être un exemple sur comment est-ce qu'elle voit la perception des clients vis-à-vis de son métier, quoi. Bah, j'allais répondre à exactement la même chose que toi, que du coup, ça dépend nécessairement du type de client auquel on a affaire. Et je pense que tu as déjà tout dit. Mais oui, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça va dépendre aussi, euh, encore une fois, du type de client. Donc, ça peut être beaucoup dans la pédagogie où juste les clients savent déjà à quoi s'attendre et ça va très vite. Mais dans tous les cas, la chance qu'on a, c'est que la majorité des clients qu'on a, même quand ils ne sont pas forcément très matures sur le sujet, viennent nous voir pour une raison et en fait, ils nous font confiance et sont très réceptifs à chaque fois qu'on arrive à une étape et que du coup, on échange beaucoup. Bah, ils sont très réceptifs et restent, oui, très ouverts. Si je peux partager un projet sur lequel un exemple de projet sur lequel on a eu pas mal de pédagogie, on va dire, à faire. C'était un projet en Guinée, du coup. Et très intéressant ce projet parce que leur idée de base leur ont permis de gagner un prix. Donc, c'était Pardon, beaucoup de termes me viennent maintenant plus facilement en anglais. Du coup, trouver même en français, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais c'était une division, on va dire, d'un plus grand groupe, une entreprise guinéenne, donc plus grand groupe international. Et donc, eux ont lancé un projet intrapreneurial pour répondre à un besoin qui était présent, du coup. Et leur approche de la solution faisait qu'en fait, ils voulaient une solution complètement digitale. Euh, et une fois sur le terrain, donc on s'est rendu compte que leur solution n'était pas nécessairement adaptée aux réalités du terrain. On en a beaucoup parlé, on a présenté les résultats de la recherche et on a fait un virement à 90 degrés, à 180 degrés, pardon. Donc un virement à 180 degrés. Et on a eu de la chance justement de tomber sur des gens qui privilégiaient beaucoup plus le besoin de leurs utilisateurs que mettre en avant leur solution parce que c'était leur solution. Donc le projet a complètement pris un virage totalement différent. On a pu continuer et ça s'est très très bien passé. Donc je pense que c'est un très bel exemple de... Oui, voilà. Excellent. Heureusement que Yux est là pour, on va dire, retravailler sur ce genre de choses. Moi, je pense automatiquement aux entreprises qui ne savent pas ce qu'est le UX design et ne le prennent pas en compte dans la conception de leurs produits. Qu'est-ce qui peut arriver à ce genre d'entreprise-là? Alors, je vais laisser Daniel continuer pour ne pas monopoliser la parole non plus.
Alors déjà, il faut voir souvent ce que le design peut apporter de manière très concrète, hein. En fait, sur des projets digitaux, par exemple, on sait que la valeur du design, c'est en fait plutôt le coût d'une correction Mhm. d'un- en développement, c'est 100 fois plus euh, que si on avait évité l'erreur. C'est-à-dire que si on fait une erreur au niveau une fonctionnalité qui est mal codée ou une fonctionnalité qui est inutile, pour l'enlever ou l'améliorer, ça va vraiment coûter 100 fois plus cher, au moins 10 à 100 fois plus cher que si on avait pu l'éviter dès le départ. Et la première des choses, c'est que le design, vu que dans la méthode, on teste beaucoup, donc on essaye vraiment de présenter aux utilisateurs finaux, voici ce à quoi va ressembler la solution. Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que vous pourrez améliorer tout de suite? Donc, en fait, on arrive à éliminer un ensemble d'erreurs, en tout cas un maximum, hein, généralement, qui vont éviter que lorsque le projet va être mis en ligne, on puisse se rendre compte de ces erreurs à ce moment-là. Et donc, finalement, on fait économiser de l'argent. Et donc, à contrariori, lorsqu'on saute cette étape de concevoir correctement, de tester correctement, en fait, on s'expose à de gros coûts de correction plus tard, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Le risque, il est d'abord financier. Et beaucoup d'entreprises qui ne prennent pas en compte ce risque, après, payent aussi, essuient aussi d'autres formes de pénalités. Notamment, il y a des pénalités sur l'influence de la marque, par exemple. Lorsque une entreprise a lancé un projet qui avait plein de bugs, par exemple, tout simplement parce qu'il y avait trop de fonctionnalités à gérer, trop de dépendances, euh, en fait, tout de suite, les utilisateurs ne sont pas contents. Et donc, pour son lancement, c'est tout de suite un flop. Et non seulement c'est de l'argent qui est perdu, mais c'est aussi une crédibilité qui est tout de suite mise à mal parce Mhm. qu'elle n'a pas proposé un service qui marchait tout simplement. Ensuite, la question fondamentale aussi que les entreprises ont, c'est généralement, je peux avoir un bon produit, en fait, je peux avoir un produit qui répond à un besoin. Et donc, généralement, les entreprises se soucient de ce qu'on appelle le PMF, Product Market Fit. C'est que mon produit rencontre mon marché, donc que je réponde à un besoin et que justement, j'ai des clients qui acceptent ma façon de répondre à leurs besoins. Des entreprises qui ont ça, donc qui ont aussi réussi à bâtir une crédibilité, peuvent s'exposer à la perdre, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris en compte quelque chose qui est très important, en fait, c'est l'évolution des exigences du marché. Donc, par exemple, il y a beaucoup d'applications de mobile money, je ne vais pas citer des noms, mais qui se sont tout de suite retrouvées obsolètes, tout simplement parce qu'elles n'ont pas compris en fait que le marché était en train d'évoluer, qu'il y avait une veille à faire. Et la veille, elle n'est pas juste d'un point de vue fonctionnel, mais elle est aussi sur le plan du business model. Et étant donné que nos méthodes permettent d'entrer jusqu'à ce niveau-là de restructuration, c'est très important. Moi, j'avais fait un podcast on avait un podcast l'année dernière qui s'appelait Rising Design, où je parlais justement de la question du business model du mobile money. Par exemple, on travaille beaucoup dans le monde rural et la proposition de valeur au niveau du mobile money dans le monde rural est identique, quasiment même identique, trait pour trait à la proposition de valeur dans les grandes villes. Alors qu'on sait très bien que en fait, les tarifs appliqués dans les grandes villes sont quasiment insignifiants pour les citadins, tout simplement parce qu'ils ont un niveau de vie beaucoup plus élevé. Mais dans les villages, c'est très différent. Quelqu'un qui doit recevoir 1500 de paye et que tu prennes, par exemple, 3% sur ces 1500, ça paraît insignifiant pour nous en ville, mais pour quelqu'un au village, c'est beaucoup, quoi. Et même que donc tu enlèves 3% tous les jours, au bout d'une semaine ou au bout de 10 jours, quand même, tu peux enlever
quelque chose, quoi. Genre, au bout de 10 jours, tu lui enlevais 30% de sa paye. Et on ne voyait pas en fait ce type d'impact. Et comme je disais, pour des produits même qui marchent et qui ont leur market fit, le danger, en fait, c'est d'arriver à un point de non-retour lorsque la concurrence se rend compte de ce genre d'insuffisance. Et justement, notre méthodologie, c'est d'apporter toujours aux entreprises matière à questionnement, c'est-à-dire se dire est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est valable aujourd'hui, mais est-ce que ça va être valable demain, dans 10 jours, dans une semaine, dans un mois, dans un an? Est-ce que ça a du sens même? Et quelque part, c'est un peu ça, c'est dire que les entreprises qui ne prennent pas en compte cette réflexion-là, ce genre de réflexion-là, même si elles ont un marché, même si elles ont des produits qui tournent, elles s'exposent vraiment à une forme de déchéance lorsque la concurrence arrive, quoi. C'est intéressant tout ce que tu nous partages, Daniel. Tu as parlé de Product Market Fit. Product Market Fit, pardon. Tu as parlé aussi des exigences du marché et de cette nécessité de faire de la veille, mais surtout d'évoluer pour s'adapter à ce marché et aux différents besoins de nos utilisateurs. Ça m'inspire une question. Le design, et le UX design en particulier, est souvent affilié au secteur du digital de manière globale. La question, c'est quels sont les autres secteurs qui peuvent avoir besoin du UX design? C'est une question ouverte à tous les deux. Hein. Donc, j'aimerais avoir vos deux avis d'ailleurs sur ce point-là. Ouais. Alors, Déjà, tu m'avais parlé d'un truc Oui, très intéressant avec ta cuisine. effectivement. Alors, c'est une anecdote assez marrante. C'est qu'en fait, quand j'ai commencé dans le métier, je me suis rendu compte que le design d'expérience utilisateur pouvait réellement être appliqué à tout et n'importe quoi. Donc, je rentrais dans un supermarché, je me disais, ah tiens, le UX ici, il est vraiment pourri, hein. J'ai du mal à trouver mes produits et tout. Et une autre expérience intéressante, c'est qu'à un moment donné, je devais refaire ma cuisine. Et donc, afin de maximiser mon temps, on va dire, et de ne pas devoir recommencer à chaque fois, je me suis dit, bon, bah, j'attends, je regarde un peu comment est-ce que je me comporte dans la cuisine, qu'est-ce que j'utilise le plus, comment est-ce que je me place, qu'est-ce que je cuisine aussi le plus. Et ensuite, ça m'a permis de redisposer mes meubles, de redisposer mes épices, de réarranger mon frigo afin d'optimiser mon temps dans la cuisine, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte a posteriori, ah bah tiens, j'ai reproduit ma méthodologie des formations professionnelles. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on peut utiliser le UX design. Oui, à partir du moment où il y a une expérience, oui, forcément. Le but, c'est vraiment que l'expérience en général, qu'elle soit liée à un service, qu'elle soit liée à un produit, qu'il soit digital ou pas, que ce soit pour quelque chose aussi simple que utiliser sa cuisine, bah, en fait, oui, ça peut être vraiment appliqué à absolument tout. Ouais. Excellent. Et c'est vrai que l'expérience, c'est beaucoup le ressenti, hein, de l'utilisateur. C'est-à-dire Oui, que finalement, lorsque j'ai vécu quelque chose, euh, qu'est-ce que je garde en fait? Est-ce que ça génère en moi de la frustration? Est-ce que ça génère en moi euh, des choses positives? Et typiquement, il y avait, j'ai une autre anecdote. Vous allez voir aussi qu'on peut l'appliquer dans des business, comme par exemple la restauration. Euh, il y avait un restaurant qui se plaignait de ne pas avoir suffisamment, de ne pas vendre suffisamment de milkshakes, par exemple. Et en fait, ils voulaient augmenter leur volume sur ce produit-là, sur cet article. Et ils ont donc embauché un gros cabinet de conseil. Et le cabinet de conseil leur a fait une belle étude avec tous les graphes, toutes les statistiques pour dire que, ouais, voilà, il faut trouver la meilleure recette. D'accord? Et on a embauché plein de gens, embauché plein ils ont embauché 3 chefs pour leur trouver une nouvelle recette de milkshake.
Donc, ils ont dépensé des millions de dollars pour juste… c'était un grand restaurant, quand même. C'est une grosse enseigne multinationale. Et en fait, ils ont dépensé des millions de dollars juste pour trouver la meilleure recette de milkshake parce qu'ils en vendaient déjà à des millions par jour. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ils ont trouvé la recette, ils ont dit c'est ça, il faut qu'on y aille, quoi. Donc, ils ont changé toutes les recettes dans tous les magasins et ils ont vendu. Et tout de suite, ils ont vu que leurs ventes ont baissé de 30%. Mais qu'est-ce qui se passe? On a embauché le meilleur chef et pourtant, en fait, c'est comme si tu as un projet digital et tu vas prendre le meilleur développeur de tous les temps, tu le mets dessus, tu dis, ah, il va tuer le truc, quoi. Et ça, c'était leur approche. Et après, on leur a parlé qu'il y avait des designers et ils ont dit, ben, eux, ils sont venus avec une méthode totalement différente. Premièrement, ils ont fait une étude qualitative, donc ils sont allés interroger déjà les clients, bah, pourquoi est-ce qu'ils ils buvaient le milkshake, en fait, pourquoi ils en achetaient. Et ils les ont suivis pendant toute leur journée, du matin au soir, pour voir un peu observer à quel moment de la journée ils achetaient et à chaque fois quand ils achetaient, pourquoi ils achetaient. Et quelque chose de très surprenant, c'est qu'ils ont découvert que les gens, la plupart des réponses étaient que nous, en fait, on achète le milkshake tout simplement parce que moi, je prends pas, j'ai pas le temps de prendre le petit déjeuner à la maison. Donc, je prends un milkshake directement sur le restaurant qui est sur ma route. Et pendant que je suis dans mon train, dans mon bus, je le bois et ça me cale, en fait, jusqu'à midi, jusqu'à la pause. Pour beaucoup, c'était ça, et pour d'autres, c'était parce qu'ils aiment bien le sucre, des préférences. Mais en tout cas, l'insight le plus valorisant, c'était ça. C'était que les gens, beaucoup sautaient le petit déjeuner, ils avaient besoin de quelque chose qui les calait jusqu'à midi. Alors, tout ce qu'ils ont fait, c'est garder la même recette et densifier un peu le milkshake, donc en rajoutant peut-être un peu plus de crème fraîche. Puis ça y est, ils ont explosé les ventes. Donc, Wow. c'est une approche vraiment se dire, nous, il faut observer euh, ce que les utilisateurs font, ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, et apporter ça. Donc, comme Nadia avait besoin de gagner un peu plus de temps dans sa cuisine, elle a observé, réorganisé et apporté parfois même des solutions qui sont très simples, en fait, pour pouvoir améliorer de grosses choses. On sait très bien que Google a un bouton à 1 million de dollars qui leur a permis justement de gagner 1 million de dollars, tout simplement. Le bouton recherche, là où il se situe. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement vrai que si on l'oublie, si on passe à côté de ça, on va penser que on devrait limiter que à notre conseil, le design à notre produit digital et ne pas le faire entrer dans le reste de notre boîte, dans le mindset, dans la manière dont on conçoit, on voit même notre service. Et ça, c'est quelque chose qui peut, les mêmes outils peuvent s'appliquer à d'autres parties de son organisation. Très bien, très bien. Bon, si je comprends bien, s'il y a un point qui est extrêmement important dans votre métier, c'est le fait d'analyser en amont. Aller sur le terrain, poser des questions, savoir comment quel est le réel besoin justement des utilisateurs avant de concevoir le produit. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup de travail. Et je m'apprête à poser une question. La question, est-ce que je leur pose la question? On va dire que c'est le nerf de la guerre et la question qu'on évite tout le temps en Afrique, mais il faut qu'on la pose parce que Ouais. tout le monde, toute cette assemblée qui est en train de regarder n'attend que ça. Alors, franchement, dites-nous, pourquoi est-ce que les designers sont si chers? Ça, c'est la question, je pense, que tous les internautes attendent. Alors, pourquoi les Juliette? designers coûtent si cher? Déjà, on ne coûte pas cher, je crois. C'est une question de perception. Hein. Une question de perception. Oui, c'est vraiment une question de perception. C'est une question de perception sur la valeur qu'on va gagner plus tard. Parce que déjà, un designer expérimenté, généralement, c'est quelqu'un qui va t'apporter de l'expertise. C'est-à-dire que t'éviter de faire des erreurs courantes
liées à l'ergonomie de ton service. Donc, c'est-à-dire que ton service soit adapté à tes utilisateurs. Et c'est aussi, tout simplement, il y a un travail d'aller sur le terrain, un travail de fond sur comprendre, observer. Ce qu'on dit toujours, en fait, c'est que apporter une solution, ce n'est pas compliqué. Je pense même un enfant peut apporter une solution. Pour preuve, il y a plein d'expériences là-dessus. On voit qu'un enfant de moins de 12 ans est généralement 7 fois plus créatif qu'un adulte de 30 ans. On avait expérimenté en faisant un test on donnait des trombones à des enfants et on voyait combien d'idées combien d'idées d'usage ils généraient avec ce trombone. Donc, trouver des solutions, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Ça, c'est pas la chose la plus géniale. Tout le monde a des idées, tout le monde peut faire des choses. Non, répondre à des problèmes, c'est pas compliqué. Le plus dur, c'est de trouver les bonnes questions. C'est poser les bonnes questions. Est-ce que ce problème que je suis en train de voir, c'est un problème qui a de la valeur? Est-ce que si je m'attaque à ça, est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps en consacrant les mêmes ressources à quelque chose d'autre? Est-ce que je n'atteins pas quelque chose de meilleur à la fin? Donc ça, c'est en fait quelque chose que normalement vient apporter le designer. Le designer va déjà dire, voici l'ensemble des problèmes, mais le problème le plus important, c'est celui-là. Et on va aiguiller dans cette direction pour poser la bonne question et aller vers quelque chose, justement, quand on ira vers la solution, on ira vers quelque chose qui touche vraiment à quelque chose d'essentiel. Et ça, c'est vraiment la raison pour laquelle un designer pourrait coûter cher. Donc, plus il est expérimenté, plus il a l'agilité ou la plasticité de son cerveau et habitué à certains exercices qui vont l'emmener beaucoup plus rapidement à tout de suite pouvoir poser des questions, reformuler les questions. Et nous, par exemple, à UX, on a toute une équipe qui est consacrée à ça, qui s'appelle des UX Researchers. En fait, toute l'année, ils vont que poser des questions aux gens. et tout le temps, ils posent des questions et parfois même sur des projets, même moi, lorsque on doit faire une recherche, je me réfère souvent à ces gens-là parce que savoir poser les bonnes questions, c'est quelque chose de très important parce que tu poses la mauvaise question, tu n'as que 24 heures, quoi, et la personne a 15 minutes d'attention à te consacrer. Et donc, si tu passes 15 minutes à lui poser des questions qui n'ont pas de sens ou qui n'ont pas beaucoup de valeur pour toi, tu peux avoir l'impression que tu travailles, mais comme disait Mohamed, tu t'agites. Il ne faut pas confondre agitation et effort. Tu fais de l'agitation. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est ça, c'est vraiment, on concentre l'effort vers quelque chose qui aura de la valeur demain, après-demain, dans ce que tu es en train d'apporter comme proposition. Et nous, en fait, si on devrait même se rémunérer sur la valeur, on coûterait beaucoup, beaucoup plus cher, mais on taxe juste un petit peu pour rester économiquement abordable. Ok. Excellent. Et ce que tu dis est intéressant, notamment sur la valeur perçue et surtout la valeur réelle que vous apportez en termes d'expertise, mais surtout en termes de chemin à suivre. Le chemin le plus efficace, même si on peut en trouver 10 000, vous avez le chemin qui va permettre à la personne de trouver en fait son idéal et d'avoir l'adéquation entre le besoin utilisateur et le produit que lui-même va proposer à ces différents utilisateurs-là. Et pour être honnête, j'ai découvert le UX design à travers UX et après je suis allé faire des recherches un peu partout sur Internet, sur Google notamment, pour en savoir plus. Et j'ai vu qu'en Occident, c'est quelque chose qui était déjà très, très, très développé. Je me suis demandé comment est-ce que j'ai fait pour ne pas être au courant de ce domaine d'activité-là, niveau design. Et ma question, elle va être, d'après vous, quelle est la différence, d'abord en termes de prix, mais aussi en termes de qualité, qu'on retrouve entre un UX designer en Afrique et en Occident? Alors, déjà, au niveau de l'Afrique, moi, je parlerai beaucoup en Afrique centrale parce que, en Afrique de l'Ouest, désolé, je viens d'Afrique centrale.
En fait, je parlerai beaucoup en Afrique de l'Ouest parce nos activités sont basées là et on connaît un peu le marché. Oui. Alors, quoi qu'il arrive, on a souvent 3 niveaux. On a un niveau junior pour un designer, on a un niveau level et un niveau senior. Après, ce senior, il peut avoir des spécialités. Il peut être expert, je ne sais pas, en finance, en fintech. Il peut être expert en quelque chose d'autre, mais peu importe, il peut vraiment se spécialiser dans ce qu'il veut. Mais généralement, on a ces 3 niveaux. Et selon ces 3 niveaux, lorsqu'on travaille dans une agence ou dans une entreprise de la place, un junior qui est sorti d'école ou qui est sorti de formation, il peut espérer, quand l'entreprise paye bien, il peut espérer toucher jusqu'à 250 000 à 300 000 par mois. Et pour un mid-level, il peut tourner autour de 400, 500, parfois 600 000 selon l'entreprise qui l'a embauché. Et pour un senior, généralement, ça commence minimum à 700, 800 000 et puis ça peut monter un peu plus au-delà. Okay. Alors, ça paraît vraiment exorbitant comme prix, mais ce que je dis toujours, c'est qu'il faut toujours adosser ça à la valeur que la ressource humaine va apporter dans l'entreprise. Et lorsque, par exemple, on a déjà fait, comme Nadia, plus de 3 ans dans ce domaine, on comprend mieux ce qu'on fait, on maîtrise les outils, on est capable de défendre son métier, on peut faire du freelance, on peut travailler en tant qu'indépendant, généralement, pour ceux qui ont besoin de plus de liberté. Et c'est d'ailleurs un modèle de plus en plus présent, notamment en Occident et même en Afrique aussi. Et sur ce modèle-là, généralement, un mid-level, en tout cas, je ne conseille pas des juniors d'aller faire du freelance parce que ça sera chiant pour eux. Ils vont plus se faire des ennemis que des amis à la fin. En fait, quand tu es au moins mid-level ou senior, tu peux aller faire du freelance un mid-level à la journée, c'est entre 350 et 400 000 par jour. Un senior, ça va entre 500, 600 selon les marchés. En tout cas, par exemple, en Occident, je sais qu'un senior designer, il peut taxer, même un senior développeur, il peut taxer jusqu'à 500 €, un peu plus de 500 € par jour. Mais dans des sociétés de conseil, par exemple, un designer senior, il est à 1200, 1500 € par jour. Donc ça, c'est quand même pour dire que ça coûte cher selon le standard, selon le standing, selon l'expérience, selon la spécialité. Le coût au designer peut vraiment monter. Et tout ça, tout simplement, c'est une décision qu'il faut adosser à la valeur que la ressource va t'apporter. Après, je sais que Nadia a beaucoup regardé aussi les salaires en Europe, en France en l'occurrence. Et Oui. je ne sais pas si tu peux nous en dire un mot. Oui, tout à fait. Donc, j'ai fait un petit benchmark pour comparer aussi. Et c'est vrai que du côté européen, pour un junior, ça peut aller entre 32 et 40 000 € par an. Puis un mid-level, ça va être entre 40 et 48 000 € environ. Et ensuite, un senior designer pour aller de 48 000 à plus de 60 000 € par an. C'est vrai qu'après, en Europe, c'est toujours en brut et après, il faut calculer les taxes. Je ne suis pas rentrée dans tous ces détails, mais c'était juste pour avoir aussi un peu une idée, histoire de comparer. Okay. Excellent. C'est excellent et surtout, si je reviens sur vos différents propos, il faudra tout le temps adosser ce coût à la valeur en fait. Et c'est vraiment un point important que vous mentionnez depuis le début, la valeur que ce designer, cette ressource humaine va apporter à l'entreprise derrière. Et comme on dit, la qualité n'a pas de prix. Donc, si on veut vraiment avoir le top de la qualité, il faut être prêt à investir dans un UX designer pour finalement avoir
pouvoir se poser les bonnes questions pour sortir le bon produit qui va être adapté à nos différents consommateurs. On parlera de gain de temps aussi. Donc, je pense que Daniel l'a souligné. Je pense que c'est extrêmement important pour les entreprises, ce gain de temps, parce qu'il permet tout simplement de se focaliser sur autre chose. Si tu sais que si tu choisis l'agence de luxe qui peut te faire ce projet en 3 mois ou de 6 mois, je pense qu'on est prêt à mettre l'investissement justement pour accélérer, je veux dire. Donc, c'est un très bon point. Là, on a vraiment parlé de ce que c'est le UX design, quelles sont les valeurs que ça peut nous apporter. Il y a aussi un autre point qu'on aimerait évoquer avec vous. Si aujourd'hui, moi, je veux devenir UX designer, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux devenir un bon UX designer? Voilà. Nadia, tu peux continuer? Oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, pour moi, il y a deux aspects principaux à prendre en compte. Donc, il y a ce qu'on va appeler les soft skills, qui pour moi sont d'ailleurs les plus importantes. Ça va être forcément être beaucoup dans l'empathie, pouvoir se mettre à la place des autres, pouvoir écouter de manière active ce que les gens vous disent, des fois même sans pouvoir le verbaliser, ce qu'ils essayent de vous dire, quels problèmes ils rencontrent au quotidien, comment est-ce que ça les impacte dans la vie de tous les jours. Donc, c'est le cœur même, on va dire, de notre métier, pouvoir avoir cette empathie-là. Ensuite, on a forcément donc l'humilité, parce que si forcément on part tout de suite dans une posture de « je connais mieux que tout le monde, je sais ce que les utilisateurs ils veulent », et en fait, c'est ça et pas autre chose, mais en fait, il y a de grandes chances qu'on passe à côté de plein de choses, en fait. Et je pourrais vous en citer encore plein, mais pour moi, c'est les deux plus grands soft skills à avoir. Après, on va rentrer dans tout ce qui est hard skills. Donc, ça, c'est des trucs qu'on peut apprendre à l'école, en se formant en ligne. Actuellement, en Afrique, on n'a pas beaucoup d'écoles qui forment au design. On en a quelques-unes, notamment l'Africa Design School au Bénin. On a la UX Design Academy aussi. Si je ne me trompe pas, il y a une école aussi en Afrique de l'Est, mais je ne me rappelle plus. C'était quelle Au Kenya, Nairobi Design School. Oui, tout à fait. Et après, il y a également énormément de ressources disponibles en ligne pour pouvoir se former. Après, forcément, il faut être aussi très à l'aise avec l'anglais parce que la majorité des ressources disponibles pour pouvoir se former sont majoritairement anglophones. Mais voilà, moi, mon plus gros conseil, on va dire, que je donnerais à quelqu'un qui veut se former, c'est déjà commencer à apprendre par soi-même et si possible, trouver un mentor aussi et de s'exercer aussi à pratiquer au quotidien. Donc, est-ce qu'autour de soi, on rencontre des problèmes? Est-ce qu'on peut identifier certains problèmes dans la vie de tous les jours? Et comment est-ce qu'on arrive comment est-ce qu'on est force de proposition sur ces problèmes-là, en fait? Il ne faut pas nécessairement attendre de trouver un projet d'un client pour pouvoir se dire, bon voilà, je vais commencer sur ça, mais dans la vie de tous les jours, s'exercer à être un problème solver, comme on dit. Excellent. Tu me permets de rajouter une petite question, juste pour savoir comment est-ce qu'on peut intégrer aujourd'hui UX Academy? Alors, en ce moment, encore une fois, je pars sur la supervision de Daniel, hein, mais on n'a pas de cohorte en cours. Pour pouvoir avoir des renseignements, ne pas hésiter à écrire à hello@ux.design. Oui, pour obtenir des renseignements et aussi regarder sur notre site où on met régulièrement aussi à jour les cohortes à suivre et voilà. Super, donc allez sur votre site web, voir les informations ou bien écrire à hello@ux.com, c'est bien ça? .design. .design, super, ok. Excellent. Écoutez, c'était un grand plaisir, honnêtement, pour moi, déjà de vous retrouver, mais surtout de partager ce moment avec vous. On apprend, comme d'habitude, avec UX
plein de nouveautés, plein de termes et de la manière la plus simple possible pour que, quel que soit notre degré de compréhension des termes digitaux, qu'on puisse avoir cette compréhension, excusez la répétition, mais cette compréhension des termes que vous partagez. Et je vais juste terminer en vous demandant à tout un chacun quel est le mot de la fin que vous souhaitez partager à cet auditoire qui nous regarde, qui nous écoute depuis Dakar et depuis le monde entier pour ces Ressources Unies 2022. On va commencer par honneur aux dames. Alors, une question difficile, la plus dure jusque-là, je pense. Le mot de la fin. Alors, rejoignez-nous. Magnifique. Magnifique. Oui, c'est vrai. En plus, c'est très vrai parce que on est en train d'étendre nos services, en tout cas notre présence dans des pays tels que le Rwanda et le Nigeria. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus par rapport au design, suivez-nous, suivez notre page et puis rejoignez-nous, comme a dit Nadia. Super. Moi, je compléterais quand même pour dire que le design, c'est quelque chose qui, c'est vrai que ça, c'est pas très, très accessible jusqu'ici, parce qu'on a vraiment pris l'habitude d'avoir une méthode de conception qui est plutôt basée sur ce qu'on a en tête, ce qu'on a envie de faire, et pas forcément ce que nous disent nos utilisateurs finaux. Et il faut quand même se dire que même si on n'a pas encore toute la formation, on est en soi un designer. C'est-à-dire qu'on est en soi, tout le monde peut faire du design, tout le monde peut participer à une conception orientée utilisateur, orientée expérience. Et tout le monde peut concevoir une expérience, y participer. En tout cas, il ne faut pas se brider en disant que je n'ai pas les outils, je n'ai pas les méthodes. Et justement, quand on constate qu'on est en position de justement concevoir un produit, un service, là, il faut aller chercher des méthodes, il faut aller chercher des outils, il faut s'entourer des personnes, d'experts, il faut s'entourer des personnes qui savent comment ça marche pour nous aiguiller, au moins dans un premier temps. Et là, n'hésitez pas vraiment de mettre la main à la poche pour travailler avec des designers qui soient freelance ou encore des agences de design si vous en avez les moyens. Mais même si un designer coûte cher, apparemment, finalement, quand il le fait bien, vous récoltez beaucoup plus. Et ça sera mon mot de la fin. Excellent, c'est un très beau mot de la fin. En tout cas, merci à tous les deux. Un grand merci à toute l'équipe de Yux aussi qui nous a permis de pouvoir faire cette interview-là. Un grand bonjour à toute la Côte d'Ivoire qui nous suit de là-bas et surtout, on a hâte de vous retrouver pour d'autres keynotes. J'espère qu'on aura la chance de vous entendre, que ce soit à travers ByFeeling ou surtout à travers Yux, que vous puissiez partager tous ces tips parce qu'on en a besoin. L'Afrique en a tout simplement besoin. Super. Merci Nadia, merci Daniel. Grand bravo à vous. Merci. Parfait. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et ça, c'est vite.